Et 6 nuits d'ivresse et de passion vous coûtaient vos enfants, votre maison, et transformaient votre vie en cauchemar judiciaire irrattrapable. Une trahison qui explose en tribunal, avec ADN et scandale public. Imaginez, elle abandonne ses gosses à une voisine alcoolique pour batifoler avec son amant. La police débarque, le mari furieux surgit, et boum, expertise génétique révèle la vérité explosive. Mais attendez, l'avocat adverse sort les noms des amants puissants, et la salle du tribunal tremble sous les mensonges éhontés. Respirez. Cette histoire vraie de déchéance totale vous happe dès maintenant. Salut à tous, bienvenue sur Histoire d'infidélité, la chaîne qui dissèque les trahisons les plus cruelles et leurs chutes vertigineuses. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez et combien de temps vous passez dans la rue à ruminer vos propres secrets. Abonnez-vous pour la suite. Choc, une revanche impitoyable qui brise tout. Clara se réveilla dans un lit luxueux. D'un geste machinal, elle tendit la main vers la droite, mais ne rencontra personne. Lucas avait disparu. Avec une légère évitation, elle ouvrit les paupières. À ce moment précis, Lucas entra dans la chambre, nu. « Alors, princesse, on se réveille ?» demanda-t-il d'une voix encore pleine de sommeil. « Tu es pressée d'aller quelque part ?» répondit-elle. « Nous sommes samedi, je n'ai aucune raison de me dépêcher. »« Moi non plus aujourd'hui, mais demain, en début d'après-midi, ma femme passera à la maison. Il faut que je remette tout en ordre, que je cache la moindre preuve compromettante. Avec un peu de chance, j'aurai le temps de prendre une bonne douche. »« Bien sûr. Et ton mari à toi, il est où ?» continua-t-il. « Je l'ai envoyé à la maison de campagne vendredi, » répondit Clara. « Je lui ai dit que je rentrerai ce soir avec les enfants. »« Et les enfants, ils sont avec qui maintenant, s'enquit Lucas. »« Ils sont déjà assez grands pour se débrouiller. J'ai demandé à notre voisine d'y jeter un œil de temps en temps, en lui promettant une bonne bouteille en échange. »« Et tu peux vraiment confier tes enfants à une femme qui boit ?» s'alarma Lucas. « Elle ne boit plus, » répliqua Clara. Son mari, Stéphane, est sorti de prison et ils ont décidé d'arrêter les excès. « Alors pourquoi lui offres-tu de l'alcool ?» s'étonna Lucas. « Lucas, l'alcool fait tourner le monde, » lâcha Clara, un brin mordante. « Et entre nous, tu m'as sacrément épuisé hier. »« Ton mari n'en est pas capable, peut-être ?» demanda-t-il avec une pointe de malice. « Justement, il en est tout à fait capable. C'est bien pour ça que je ne le quitte pas. Mes enfants sont avec moi, pas avec lui. Même s'il les croit siens, j'ai comme un doute, tu vois. » Elle se tut un instant, puis reprit d'un ton résolu. « Écoute, Lucas, je crois qu'il est temps de mettre un terme à nos rendez-vous. »« Pas définitivement, » protesta-t-il. « Pour un moment, du moins, avant que tout cela ne dérape sérieusement. »« D'accord, » concéda-t-il avec un soupir. « Bon, tu vas prendre ta douche ? Moi, je vais changer les draps en attendant. » Malgré l'heure matinale, Clara se doucha rapidement, s'habilla, prépara des œufs à la poêle tout en maugréant contre Lucas, chez qui il n'y avait rien d'autre pour le petit déjeuner. Puis elle appela un taxi et quitta le cottage. Quand la voiture s'arrêta au pied de son immeuble, un problème survint au moment de payer. Clara mit longtemps à régler la course, s'agaçant et traitant le chauffeur de profiteur et de radin. Elle le menaça de déposer une réclamation, ce qu'elle fit aussitôt en envoyant un message de plainte. Ensuite, elle monta les étages à pied. L'ascenseur était en panne, ce qui acheva de la mettre hors d'elle. Arrivée devant son appartement, elle se figea. La porte en bois était fracassée, la serrure arrachée. Clara se précipita à l'intérieur et resta pétrifiée. L'appartement portait les traces d'un saccage violent. Elle courut vérifier les chambres des enfants. Elles étaient vides. Aussitôt, elle se rua chez la voisine, sonna à la porte. Personne ne répondit. Alors elle se mit à frapper plus fort, puis appuya sur la poignée, tira la porte vers elle. Elle n'était pas verrouillée. Clara entra comme un ouragan, traversa les pièces et finit par trouver la voisine, Gisèle, étendue sur un vieux canapé, recouverte d'une couverture trouée. Clara la secoua sans ménagement. Quand Gisèle commença à entr'ouvrir les yeux, Clara lança. « Gisèle, où sont mes enfants ? Qu'est-ce qui s'est passé ici, hier ?» Peinant à reprendre ses esprits, Gisèle articula d'une voix rauque. « Où ? Je ne sais pas. La police est venue, ils ont emmené tout le monde. Et toi ? Moi, ils ne m'ont pas embarqué.
Je suis censé être la victime, tu vois. Regarde le cocard que m'a collé Stéphane. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, insista Clara. Eh bien, hier, juste après ton départ, un ami de Stéphane est arrivé, commença Gisèle. Ils étaient ensemble dans la même prison. Ils ont bu comme il faut. Et les enfants, où étaient-ils pendant ce temps demanda Clara d'une voix tendue. Ils étaient chez toi. J'étais allé les voir, et puis Stéphane s'est mis dans un état. Il s'est comme éteint d'un coup, et son copain a commencé à me tourner autour. Alors on est allé chez toi pour revoir les enfants. C'est là que Stéphane s'est réveillé et s'est mis à tambouriner à ta porte. On a décidé de ne pas ouvrir. Alors il a pris une hache et il a défoncé ta porte. Pendant qu'il l'a cassée, quelqu'un parmi tes petits a appelé la police, compléta Clara. Non, les enfants, c'est ton mari qui les a pris. Je pense qu'ils l'ont appelé eux-mêmes. Il est arrivé après la police et il les a emmenés. Pourquoi tu ne m'as pas appelé s'écria Clara. Comment ça, je ne t'ai pas appelé répliqua Gisèle. Je t'ai téléphoné plusieurs fois. La police aussi t'a appelé et ton mari n'a pas arrêté. Après, ton fils a trifouillé ton téléphone et il a dit « Papa, maman dort chez tonton Lucas. L'adresse s'affiche dans l'appli pour la localisation. » Mince, j'avais complètement oublié cette application, murmura Clara. J'aurais dû la supprimer depuis longtemps. Les enfants sont grands maintenant. Et comment ils savaient que tu étais chez Lucas demanda-t-elle encore, comme si tout à coup un autre détail la frappait. Il t'a entendu fixer le rendez-vous avec lui devant moi, précisa Gisèle. Clara balaya la pièce du regard, comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Et l'ascenseur, pourquoi il ne fonctionne plus demanda-t-elle, hébétée. Il faut le nettoyer, expliqua Gisèle d'une voix lasse. Il est plein du sang du copain de Stéphane. Il l'a frappé avec la hache, et moi j'ai reçu 2 ou 3 coups avec le manche quand la lame a glissé. Et pourquoi il ne t'a pas achevé avec le manche demanda Clara, incrédule. Parce que le manche, c'est juste la poignée de la hache, répondit Gisèle. C'est du bois, mais ça fait mal quand même. Clara porta les mains à sa tête, sentant que tout s'écroulait autour d'elle. Elle se mit à accabler Gisèle de reproches. « Mais enfin, tu es complètement folle. Comment as-tu pu laisser faire ça? Je t'ai confié mes enfants. Et toi, tu as organisé ici une beuverie avec des repris de justice. » À moitié ivre, Gisèle se redressa avec peine et tenta de se justifier. « Clara, réfléchis. Ce n'est pas de ma faute. Hier, Stéphane est devenu fou. Et son copain, c'est un vrai malade. Il n'a pas vu de femme depuis des années. Stéphane n'a pas compris le danger. Tu as vu ce qu'il m'a fait? J'ai eu du mal à lui échapper. Je me moque de tes bleus, trancha Clara. Où est mon mari maintenant? Où a-t-il emmené les enfants? Qui peut le savoir, répondit Gisèle en haussant les épaules. Il a juste dit qu'il les emmenait et qu'il ne vivrait plus jamais ici, finit par murmurer Gisèle. Puis elle se tut, hésitante. Et ensuite, la pressa Clara. Ensuite, ton fils a donné à ton mari l'adresse de ce Lucas. Il l'a trouvé grâce au téléphone. Clara pâlit. Et il lui a vraiment dit ça? Il lui a donné l'adresse? Souffla-t-elle. Mais enfin, c'est son père, non? Comment ton fils aurait-il pu ne pas lui dire? S'étonna Gisèle. Clara se retourna brusquement et attrapa son sac. C'est bon, j'y vais. Où ça? Demanda Gisèle. D'abord chez Lucas. Si ça se trouve, mon mari est déjà là-bas. S'il lui a déjà réglé son compte, s'il a fait quelque chose, je ne lui pardonnerai jamais. Clara, enfin, toi aussi, commença Gisèle. Tais-toi, coupa Clara. Tu as déjà fait assez de dégâts. Elle se précipita dans le couloir, composant frénétiquement le numéro de son mari. Il ne répondit pas. Elle essaya alors d'appeler Lucas. Même silence. Elle voulut commander un taxi, mais debout devant l'entrée de l'immeuble, une pensée la foudroya soudain. Et si mon mari était déjà là-bas? Et s'il avait déjà réglé son compte à Lucas? Les idées se bousculaient. Les enfants, Lucas, son mari, la police, tout s'effondrait. Et le plus terrible, c'est qu'elle savait que la seule responsable, c'était elle. En milieu d'après-midi, ce même samedi, un train rapide entra doucement en gare de Piron et s'immobilisa. D'un wagon descendit une jeune femme élégante. C'était la femme de Lucas, Manon. Elle savait que son mari l'attendait le lendemain, mais elle avait décidé de lui faire une surprise. En sortant sur la place de la gare, elle monta dans un taxi. « Où allons-nous » demanda le chauffeur. Manon indiqua l'adresse. Le chauffeur plissa les yeux. « C'est bien là où habite une certaine Clara, non » demanda-t-il.
Non, je ne connais pas cette femme, répondit Manon d'un ton calme. Comment ça, vous ne la connaissez pas? Je l'ai justement ramenée de là ce matin. Elle n'avait pas assez d'argent. Elle chipotait sur la monnaie jusqu'au dernier centime. À 8 heures du matin, comment voulez-vous que j'ai de la petite monnaie alors que je venais à peine de commencer ma journée? Et en plus, elle m'a collé une plainte. Si vous voulez, je peux vous envoyer la copie de la réclamation et de l'enregistrement du tableau de bord, proposa le chauffeur. Manon acquiesça sans s'émouvoir et nota tout dans son téléphone. Le taxi s'arrêta devant le cottage. Elle entra. Lucas, en plein ménage, se figea, une chiffonnette à la main. Sur son visage passèrent d'abord la surprise, puis l'inquiétude, mais il se ressaisit vite et esquissa un sourire. « Manon, tu devais arriver demain. » Elle parcourut le salon des yeux avant de lancer d'une voix froide. « Surprise, tu fais le ménage avec beaucoup de zèle aujourd'hui. Ce n'est pas vraiment dans tes habitudes. » Lucas se passa nerveusement la main dans les cheveux. « Je voulais que tout soit impeccable pour ton arrivée. » Manon traversa la pièce lentement, ses doigts effleurant le dossier du canapé. « C'est curieux pourtant, dit-elle. Ça sent des parfums qui ne sont pas les miens. Et une forte odeur d'œufs frits. »« J'ai pris mon petit déjeuner, répondit-il. Et ces parfums, tu t'es mis à en emporter d'autres? Et tu déjeunes seul, vraiment? » Bien sûr que j'étais seul. À 2 assiettes, répliqua-t-elle. Lucas sentit la panique monter en lui, tenta de détendre l'atmosphère avec un sourire forcé. « Tu es jalouse, c'est ça ?» Manon se retourna brusquement vers lui. Ses yeux brillèrent d'un éclat glacé. « Lucas, arrête de mentir. Une certaine Clara m'a appelé. »« Qui ça ?» feignit-il de s'étonner. « Ne joue pas à ça avec moi. Le chauffeur de taxi qui m'a amené m'a dit qu'il l'avait conduite ici ce matin. Elle lui a même fait une réclamation officielle. » Lucas demeura muet une seconde, mais Manon ne lui laissa pas le temps de réagir. Elle sortit son téléphone et lança l'enregistrement du tableau de bord. Dans l'habitacle, on entendait distinctement la voix de Clara, ses insultes et sa dispute avec le chauffeur. Lucas ferma les yeux. C'en était fini. « Manon, je peux t'expliquer. » »« Il n'y a plus rien à expliquer, j'ai tout compris. » »« Mais tu sais ce qu'il y a de plus ironique dans cette histoire ?» Manon eut un bref sourire sans joie et ajouta « J'ai l'impression que cette Clara va avoir de très gros problèmes. »« Pourquoi dis-tu ça ?» demanda Lucas. « Je me doute que, quand la police a appelé Julien, son monde s'est écroulé, » répondit Manon. La voix qu'il avait entendue au téléphone était sèche. « Vos enfants se trouvent dans un appartement où une agression a eu lieu. Venez immédiatement. » Julien fonçait sur la route du soir, le pied appuyé à fond sur l'accélérateur. Dans sa tête, des bribes de leur dernière conversation tournaient en boucle. « Je rentrerai avec les enfants demain soir. » Mais ce n'était que le matin du samedi, et Clara avait disparu, impossible de la joindre. Lorsqu'il arriva devant l'immeuble, il resta figé. La porte de l'appartement était éventrée. À l'intérieur, un chaos total. Meubles brisés, affaires renversées, traces de sang sur le sol. Un policier désigna d'un signe de tête les enfants, recroquevillés sous une couverture sur le canapé. « Emmenez-les, ils sont sous le choc, mais ils n'ont pas été blessés. Les agresseurs ont été arrêtés. » L'aîné, Nathan, se jeta aussitôt dans les bras de son père. « Papa, le monsieur Stéphane a défoncé notre porte, et après il a frappé son copain. Il a failli le tuer avec une hache. Et il a tapé sur tata Gisèle aussi. On a eu très peur. » Julien serra son fils contre lui, avalant difficilement le nœud qui lui bloquait la gorge, puis demanda « Et maman, elle est où ?» Nathan baissa les yeux, sortit un téléphone et lui montra l'écran. « Elle est chez un certain Lucas. Regarde, c'est l'adresse. C'est l'appli de localisation qui l'indique. » Julien serra les dents. Il se doutait bien de qui était ce Lucas, ce collègue dont sa femme parlait toujours avec ce petit sourire. Il appela Clara pour la 10e fois, en vain. Alors il dit aux enfants « Habillez-vous, on part à la maison de campagne. »« Papa, tu vas faire quelque chose à ce monsieur ?» demanda Nathan. « Non. Si ta mère est heureuse avec lui, qu'elle reste donc avec lui. Et vous, vous êtes assez grand. Si vous choisissez de vivre avec moi, ce sera comme ça. »« Et on va habiter où ?» s'inquiéta Nathan. « Je m'occuperai de tout, » répondit Julien. Ce samedi, en seconde partie d'après-midi, Clara, n'ayant toujours aucune nouvelle de Lucas, arriva enfin devant son cottage.
Mais une surprise l'attendait là. Dans le salon se tenait la femme de Lucas, Manon. Lucas lui-même avait disparu. Décontenancée, Clara demanda « Où est Lucas? Et vous, qui êtes-vous » ? « Je suis Clara, sa collègue. »« Je sais, mais il ne vit plus ici. Ce cottage est à moi, et bientôt nous divorcerons. Il est libre maintenant. » « Puis-je l'appeler ? » ?»« Bien sûr, mais il n'a plus de téléphone. C'est moi qui le lui avais offert, et c'est moi qui l'ai repris. Vous voulez que je vous le montre ? » ?»« Manon, s'il vous plaît, il vous aime. »« Il m'aime ? Pendant combien de jours vous avez batifolé ici ? » ?»« Tout le temps où je n'étais pas là, » répondit-elle d'un ton amer. « Et votre mari, à quoi pensait-il ? » ?»« Je vous en prie, ne lui dites rien, j'ai des enfants. »« Et moi donc, s'exclama Manon en haussant la voix. J'ai emmené les nôtres chez mes parents. Ils étaient partis en vacances, pendant que mon mari s'amusait avec vous. Pourquoi ma famille devrait-elle souffrir et pas la vôtre ? Quant à Lucas, il n'aura pas mon pardon. Il est arrivé les poches vides, il repartira les poches vides. Et vous, je ne veux plus vous voir dans la maison. Aussi longtemps que Clara chercha en ville, appelant tous ses contacts, elle ne put retrouver ni son mari, ni ses enfants. Elle vérifia même la maison de campagne. Personne. Elle ignorait que Julien avait emmené les enfants chez un ami, dans un lotissement de campagne. Le lundi, Clara arriva au travail. Elle y croisa Lucas, l'air défait et furieux. Ils s'écartèrent discrètement. « Je n'ai nulle part où dormir, attaqua-t-il. Ma femme veut divorcer, et c'est ta faute. »« Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi t'es-tu accroché avec le taxi pour quelques centimes ? Tu aurais dû m'en parler, j'aurais payé. » C'était un rustre. Un rustre ? Et cette plainte contre lui, c'était nécessaire ? Et qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Par un coup du destin, Manon est montée dans son taxi. Elle a donné l'adresse de notre cottage, là où tu avais appelé la voiture ce matin. Mais quel rapport avec moi ? C'est le sort, voilà tout. Tu ne sais pas ce qui s'est passé chez moi cette nuit-là ? Et qu'y avait-il de si extraordinaire ? La voisine a ramené un ami de son mari. Son mari s'est réveillé et a fracassé ma porte à la hache. Pendant qu'il s'acharnait, mon fils a appelé la police, qui a prévenu mon mari. Ils t'ont appelé, toi aussi ? Mon téléphone était en mode silencieux. Je l'ai réactivé seulement le matin pour appeler le taxi. Lucas serra les poings. Son visage se tordit de rage. Tu te rends compte que par ta faute, tout a capoté. Mon mariage est fichu. On m'a jeté dehors et ton mari est au courant de tout. Tu l'as bien cherché. Pourquoi mentir à ta femme en disant que tu étais seul ? Tu aurais pu prétendre que des amis étaient passés. Des amis ? Manon n'est pas stupide, elle aurait tout compris. Et maintenant ? Mon mari a disparu avec les enfants. Ta femme t'a chassé. Nous sommes tous les deux dans la panade. Lucas la fusilla du regard. Non, Clara, c'est toi qui es dans la panade. Moi, je perds juste une femme et une maison. Je paierai une pension, mais je m'en sortirai. Toi, tu as tout perdu. Mari et enfants. Tu les as abandonnés. Clara blêmit. Ces mots la frappèrent plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Je n'ai pas abandonné mes enfants. Quoi ? L'interrompit-il en haussant un sourcil. Tu les as juste confiés à une voisine ivre, et toi tu t'es éclipsé dans mon lit, oubliant ta famille. Tu t'es dit que tu pouvais voir qui tu voulais, pendant que ton mari patientait sagement. Clara se détourna brusquement, un nœud dans la gorge, et murmura. Je vais retrouver mes enfants. Bonne chance. Mais si ton mari a déjà entamé la procédure de divorce, ne sois pas surprise. C'est toi qui as tout détruit. Il pivota et s'éloigna, la laissant seule dans le couloir du bureau. Clara resta plantée là, serrant son téléphone. Elle rappela son mari. Silence. Puis les enfants, même chose. Toute la journée, elle resta à son poste sans toucher au dossier. Une vide abyssale et une déprime atroce l'envahissaient. Après le déjeuner, on la convoqua aux ressources humaines. Sans se douter de rien, elle entra dans le bureau. Sa supérieure, avec qui elle s'entendait toujours bien, l'invita à s'asseoir et dit « Clara, raconte-moi ce que tu as fichu ce week-end. » « Rien de spécial, juste des jours agités. »« Je vois. Alors explique-moi pourquoi la police demande un avis sur toi. Et les services de protection de l'enfance aussi d'ailleurs. Pourquoi ne demandent-ils pas directement ? Parce que la protection de l'enfance ne dépend pas de la police.
Et l'agent de quartier veut que tu passes à son poste pour une discussion. Il s'agit de l'incident de vendredi à samedi dans ton appartement. Tu t'es disputé avec ton mari? Pas encore. Et cette plainte contre le chauffeur de taxi, c'était pourquoi? Il était grossier. Clara, j'ai entendu l'enregistrement du tableau de bord. Il était grossier, répéta-t-elle. Clara se tut. Sa supérieure reprit. En tout cas, tu es maintenant sur liste noire chez les transporteurs. Ils partagent une base commune et en plus, un enquêteur te convoque demain à 10 heures précises. Un enquêteur? Pourquoi? Pour l'affaire du voisin qui a failli tuer son ami à la hache chez toi. Clara, vas-tu enfin me dire ce qui s'est passé? Pas encore. Je ne suis pas prête à en parler. Plus tard, Clara appela l'agent de quartier et fixa un rendez-vous. Soudain, Lucas la fit venir dans son bureau. « Écoute, dit-il, j'aurais besoin d'un endroit pour dormir 2 ou 3 nuits. Tu peux m'aider? Je n'ai personne d'autre. » Peut-être chez ma voisine Gisèle. Son mari est en garde à vue jusqu'au procès, et son ami est à l'hôpital pour un bon bout de temps. Alors, après le boulot, on prend un taxi et on y va. C'est toi qui l'appelles, je suis blacklisté. Et tu payes, je n'ai plus un sou. Ma femme m'a fichu dehors en catastrophe. Dans quels vêtements? Demanda Clara. Et mon téléphone? J'en ai gardé un de rechange au bureau. Compris. Je vais vite acheter une bouteille de vin. Pourquoi? Tu crois que Gisèle t'accueillera sans ça? Clara attrapa son sac, courut à l'épicerie, revint avec la bouteille qu'elle rangea dans son tiroir. Après le travail, ils se rendirent ensemble chez Gisèle. En chemin, Clara vérifiait son téléphone avec frénésie. Ni appel, ni message. Quand ils montèrent à l'étage, la porte de la voisine était encore entr'ouverte. Dans l'appartement, le désordre habituel, mais désormais imprégné d'une odeur tenace de médicaments. Gisèle était assise à la cuisine, un gant mouillé pressé sur son œil au beurre noir. En voyant Clara, elle lança d'une voix rauque. « Alors, tu reviens ou tu files encore chez ton amant ?»« Tais-toi, coupa Clara en posant la bouteille sur la table. J'ai besoin que tu héberges quelqu'un pour 2 nuits. » Gisèle la toisa, puis son regard glissa sur la bouteille et se plissa. « C'est ce fameux Lucas ?» Oui, sa femme l'a mis dehors. Il n'a nulle part où dormir. La voisine ricana, déboucha la bouteille et se servit un grand verre. Bon, qu'il reste. Il a l'air correct, mais qu'il ne fasse pas le difficile. Le canapé est usé, la couverture râpée, et je ne lui en donnerai pas une goutte. J'en ai à peine assez pour moi. Il n'en boira pas. Et toi? Proposa Gisèle en tendant le verre. Clara hésita, puis but. Le liquide brûlant lui irrita la gorge, mais apaisa un peu le tremblement de ses mains. Très bien. Je vais le nourrir et je te l'amène. Seulement... Seulement quoi? Tu n'as pas essayé de joindre ton mari? Gisèle secoua la tête. Ça ne me regarde pas. Et puis qui suis-je pour ça? Il ne t'appelle pas lui-même. Non, et je ne trouve pas les enfants non plus. Gisèle s'adoucit soudain. Clara, ça suffit peut-être. Appelle-le toi-même. Excuse-toi. Clara se leva d'un bond. La chaise tomba avec bruit. M'excuser? Il est quoi? Un saint? Elle comprit soudain qu'elle n'avait aucune excuse à invoquer et lâcha entre ses dents. Bon, je reviens vite avec Lucas. Lucas et Clara entrèrent chez elle. Elle prépara rapidement le dîner. Lucas mangea en silence et remarqua. Chez les autres, c'est plus propre, mais tout est vieux et délabré. Et chez toi, c'est le chaos. Depuis le saccage, je n'ai pas eu le temps de ranger. Quand t'en occuperas-tu? Dès ce soir. Et Gisèle, comment fait-elle pour vivre? Les hommes la font bouffer. Et s'ils débarquent? Non, Stéphane les a tous chassés. Maintenant, c'est toi qui la nourriras tant que tu restes là. J'ai de l'argent seulement demain. J'ai obtenu une avance auprès du patron. Dis-moi, pourquoi tu ne m'invites pas chez toi? Tu es sérieux? Je prends déjà un risque en t'hébergeant. Et si ton mari débarque, tu sais qu'il est costaud. Bon, finis de manger et va chez Gisèle. Je te donnerai le petit déjeuner demain, mais c'est moi qui appellerai le taxi. Lucas partit chez la voisine. Il avait l'air abattu et incertain. Gisèle, déjà bien avancée, eut un sourire en coin. « Eh bien, notre galant, entre, beau gosse. Je vais te préparer le canapé. »
Lucas grinça des dents et répondit sèchement « Merci ». Dehors, la nuit était tombée. Clara reprit son téléphone et composa le numéro de son mari. Abonné injoignable. Elle faillit le lancer contre le mur, mais se retint à temps. Sans téléphone, ce serait encore pire. Elle imaginait déjà l'avenir, l'enquêteur, les services sociaux, le divorce, les visites aux enfants selon un planning surveillé. Mais d'abord, retrouver son mari. En attendant, elle se mit à ranger le désordre de son appartement. Julien, lui, avait mis les week-ends à profit. Par une petite annonce, il avait loué une petite maison en périphérie de la ville. La maison était pratique. Un bus passait presque à la porte et menait à l'école en un quart d'heure, là où étudiaient Nathan et Océane. De l'école à son bureau, ce n'était pas loin. Il y avait eu des options en centre-ville, mais trop chères. Julien voulait emmener les enfants à la mer cet été. Le dimanche, il les y amena. Les enfants choisirent vite leur chambre et Julien inspecta les commodités. Il fallait changer l'armature du réservoir des toilettes et le robinet de la cuisine. Pour la chaudière à gaz, il appela un ami plutôt que de la vérifier lui-même. L'ami arriva, examina l'appareil et dit « Ça passe pour l'instant. Mais je changerai les joints, l'échangeur, la membrane et les brûleurs. Si tu veux, appelle-moi. Je remplacerai le bloc de commande et le capteur de tirage. » « Considère que c'est fait, répondit Julien. « C'est urgent ? Hier, ce serait bien. » « Sacré malin. Bon, je file chercher mes outils et je reviens. Tu veux que je dresse la table ? Mieux vaut pas, sinon je répare si mal que ton toit va sauter. Combien je te dois, Julien ? On est amis, je ne prends pas d'argent des amis. Et les pièces ? Tu m'as aidé aussi sans rien demander, on est quitte. Le dimanche, les réparations de la chaudière furent terminées. Pour la semaine, Julien prévoyait de réparer le réservoir des toilettes, changer le robinet de cuisine et trouver un emplacement pour la machine à laver. Sans ça, impossible. Le lundi matin, il réveilla les enfants plus tôt que d'habitude. « Nathan, Océane, levez-vous. Premier jour dans la nouvelle maison, il faut être à l'école à temps. » Océane, encore ensommeillée, enfouit son visage dans l'oreiller. « Papa, pourquoi on n'est pas dans notre appartement ?» Julien soupira profondément et s'assit au bord du lit. « Tant que maman règle ses affaires, on reste ici. Quand elle aura géré le voisin qui a tout cassé là-bas, on rentrera. Ta chambre te plaît ? » ?»« Oui. » Nathan apparut à la porte, déjà habillé. « Papa, si maman appelle, ton téléphone est allumé ? » ?»« Pas encore, mais il est temps. »« À quoi ça sert alors ? Si elle appelle, on parlera. » »« Mais elle n'a pas appelé ? » ?»« Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. » Pour le petit déjeuner, Julien servit du chocolat chaud et des sandwichs aux enfants. La cuisine était spacieuse, mais vide. Il manquait de vaisselle, et le frigo ronronnait comme un tracteur. « Aujourd'hui, après l'école, on ira au supermarché, proposa-t-il. On achètera tout ce qu'il faut. »« Et maman vient avec nous ?» demanda Océane. Julien se figea. « Non, ma chérie, pas encore. Maman ne sera pas avec nous pour l'instant. » Nathan intervint, regardant sa sœur. « Maman a trompé papa, et elle nous a laissé tomber. Tu ne te souviens pas du voisin avec la hache ? Si, j'ai eu si peur. Et il a frappé tata Gisèle avec le manche. Pas le manche, le topoir, c'est la poignée de la hache. Et la lame, elle est allée où ? Dans le dos du type que Gisèle avait ramené à la maison. » Océane écarquilla les yeux. « C'est vrai, c'est vrai. Et tout est la faute de maman. Si elle ne nous avait pas laissés seuls, ça ne serait pas arrivé. » Océane murmura doucement. « Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? On demande à papa ? » ?»« Papa, tu vas divorcer de maman ?» Julien détourna le regard. « Oui, les enfants, probablement. Le juge décidera. Mais je veux que vous viviez avec moi. » Après les cours, ils allèrent dans un hypermarché. Nathan poussait le chariot. Océane choisissait des assiettes colorées et Julien empilait casseroles, serviettes et produits ménagers. Puis ils passèrent dans un magasin de meubles, prirent 2 chaises, des tables de nuit et un tapis de salle de bain. « Papa, quand on achète la machine à laver ?» demanda Nathan. « À la fin de la semaine, après la paye. Et un téléviseur aussi. Le nôtre est fendu en 2. » Océane tira sur la manche de son père. « Papa, regarde, des peluches !» Julien se permit un léger sourire.
Choisis en une, juste une. La petite attrapa sans hésiter un ours en peluche rose et le serra contre sa poitrine. Le soir, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs, Julien s'attaqua à la plomberie pour réparer le robinet qui goûtait. L'eau jaillit d'abord en véritable geyser, mais après une demi-heure d'effort, tout fut en ordre. « Papa, ton t-shirt est trempé » rit Nathan. « Mais au moins plus de fuite » répondit Julien en souriant. Avant de se coucher, Océane éclata soudain en sanglots. « Je veux rentrer à la maison avec maman » dit-elle. Julien la serra dans ses bras. « Je sais, ma chérie, mais pour l'instant on est ici. Maman s'inquiète aussi pour nous. »« Elle nous aime » demanda la petite. « Bien sûr qu'elle nous aime, assura-t-il, même si au fond de lui, le doute commençait à poindre. Pendant ce temps, Clara sillonnait la ville en tous sens, interrogeant tous ses contacts. Personne ne savait où étaient Julien ou les enfants. Même l'agent de quartier haussa les épaules. « Les enfants sont avec votre mari, donc tout va bien sans doute. » Les services sociaux fixèrent un rendez-vous pour le mercredi. Lucas, de son côté, dormait chez Gisèle, mais dès la deuxième nuit, il se plaignit. « Clara, il y a des cafards, ils rampent sur moi. »« Patience, répondit-elle, épuisée. Pourtant, Clara elle-même n'en pouvait plus. Le mercredi matin, avant son rendez-vous aux services sociaux, elle appela son mari pour la 100e fois. Injoignable. Elle serra le téléphone si fort que l'écran faillit se briser. « Très bien, Julien. Si c'est comme ça, ce sera à ma façon, murmura-t-elle. Mais au fond, elle savait que tout cela était le fruit de ses choix et de leurs conséquences. Ce mercredi-là, Océane se rappela avoir oublié son manuel scolaire. Julien se leva plus tôt, prépara le petit déjeuner et les emmena à l'ancien appartement. Avec sa clé, il ouvrit la porte et entra. À la cuisine, en simple slip, Lucas prenait tranquillement son petit déjeuner. Dans le salon, Clara repassait son pantalon. Nathan et Océane, voyant la scène, filèrent en silence dans leur chambre prendre leur cahier. Julien éclata d'un grand rire. « Bravo, tu m'as déjà trouvé un remplaçant. »« Julien, tu as tout mal compris, tenta Clara. » Il loge chez Gisèle. « Chez Gisèle ? Là-bas, ils vont lui défoncer le crâne. »« Pas folles les filles de ce coin, » réfléchit Julien à voix haute. « Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il fiche dans ma cuisine en slip dès le matin ?»« Il est venu pour que je repasse son pantalon, » expliqua Clara. « Peu importe, tu as fait ton choix. » Julien poussa doucement les enfants vers la sortie. La porte claqua sourdement. Nathan et Océane marchèrent vers l'ascenseur en silence, serrant leurs cahiers, le visage blême, les yeux baissés. Julien sentait la rage bouillir en lui, mais se contenta de lâcher « Montez en voiture ». Nathan boucla sa ceinture et demanda « Papa, c'est vrai ? Maman est avec lui maintenant ?»« On dirait bien. »« Et nous ?»« Maman ne vous a même pas adressé la parole, » répondit Julien. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on devient ? » On vivra comme on l'a décidé. Océane se mit à pleurer doucement sur la banquette arrière. Ce soir-là, Julien réunit les enfants à la cuisine de la nouvelle maison. Thé et biscuits sur la table, intacts. Les enfants, parlons sérieusement. Maman a fait son choix. Je ne peux pas la forcer à changer d'avis, mais je peux décider de notre avenir. « Tu vas divorcer ?» demanda Nathan. « Oui. Le juge vous laissera probablement avec moi. Maman n'est pas en état de s'occuper de vous pour l'instant. » Océane renifla. « Mais c'est notre maman, elle le restera toujours. » « Bien sûr, mais on vivra ici, sans elle. Si elle change d'idée, si elle admet son erreur, on décidera ensemble quoi faire, tous ensemble. » Clara, elle, oscillait entre désespoir et colère. Après la scène du matin, Lucas fit ses bagages et partit. « Je ne veux plus d'ennui, » lança-t-il en guise de revoir. Gisèle haussa les épaules. « Chez qui il va ? » ?»« Chez des amis, je crois. » Le téléphone de Julien restait injoignable. Les services sociaux confirmèrent le rendez-vous, mais Clara savait qu'elle n'avait guère de chance. Le vendredi, elle se rendit à l'école dans l'espoir de voir les enfants, mais Nathan et Océane, apercevant, détournèrent la tête. L'institutrice fut polie, mais ferme. « Julien nous a prévenus, vous n'avez pas le droit d'emmener les enfants sans son accord. »
Clara serra les poings. « Ce sont mes enfants. » « Ah, pour l'instant, ils sont sous la garde de leur père, » répliqua l'institutrice. Ce soir-là, Clara but seule dans son appartement, à demi saccagé. Tard dans la nuit, des agents des services sociaux vinrent inspecter les conditions de vie. Clara comprit qu'elle était cuite. Le désordre, l'odeur d'alcool, et elle-même légèrement éméchée. « Et pourquoi cette inspection ?» tenta-t-elle de demander. « Nous avons un ordre du tribunal » répondirent les agents. « Votre mari a déposé une requête en divorce. » Quand a-t-il trouvé le temps, pensa-t-elle. Le plus important, qui est son avocat? L'un des meilleurs de la ville. Le jour de l'audience arriva. Clara enfila son plus beau tailleur, se fit belle. Elle ne contesta pas le divorce lui-même, mais quand il fut question des enfants, elle déclara « Les enfants ne sont pas de Julien, mais d'autres hommes avec qui je sortais à l'époque. » La juge haussa les sourcils. « Vous affirmez donc avoir eu des relations extra-conjugales pendant votre mariage ?» Précisément. « L'avocat de l'autre partie, vos observations ?» demanda la juge. L'avocat de Julien se leva avec assurance. « Honorable juge, lors de la préparation du dossier, nous avons établi que Clara Inès menait effectivement une vie sexuelle désordonnée, fréquentant divers hommes, dont plusieurs occupaient des postes dirigeants dans la région. Nous pouvons citer leurs noms, mais dans le cadre de cette affaire, ce serait superflu. »« Et qui est le père des enfants ?» précisa la juge. « Le demandeur, Julien Adrien. »« Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ?» Premièrement, les actes de naissance indiquent Julien Adrien comme père, et personne n'a contesté cela. Deuxièmement, voici le rapport d'expertise génétique moléculaire. Avec une probabilité de 99,64%, Julien Adrien est bien le père du fils et de la fille. Madame la défendresse, avez-vous quelque chose à ajouter? Clara, livide, se leva. Sa voix tremblait. Honorable juge, je ne savais pas qu'il ferait une expertise. Oui, j'ai dit que les enfants n'étaient pas de lui, mais c'était juste pour le blesser, pour ajourner l'audience. La juge la fixa froidement. Comprenez-vous que vos paroles sonnent comme un mensonge? Vous avez affirmé en cours que les enfants n'étaient pas de votre mari, sachant pertinemment le contraire. Clara baissa la tête. J'étais désespérée. Je ne voulais pas les perdre. L'avocat de Julien intervint. Mais vous les avez déjà perdus. Vous les avez laissés avec une voisine alcoolique pendant que vous passiez du temps avec votre amant. Même quand la police est intervenue, vous n'étiez pas là. Clara releva vivement les yeux. Je les ai cherchés, j'ai appelé. Vous n'avez appelé qu'une fois que vous avez compris que vous perdiez tout. Avant, vous n'avez pas pensé que vos enfants avaient peur et avaient besoin de leur mère, ajouta l'avocat durement. La juge frappa du marteau. Assez. La cour se retire pour délibérer. Le lendemain, le verdict fut prononcé. Dissoudre le mariage entre Julien Adrien et Clara Inès. Les enfants restent avec le père. À Clara Inès. Droit de visite 2 fois par mois en présence d'un représentant des services sociaux. Clara se figea, comme frappée. Julien restait serein, impassible. Clara explosa. « Honorable juge, et si je me rachète? Si je prouve que je peux être une bonne mère ?» « Ce sera aux services sociaux d'en décider, » répondit la juge succinctement. « Mais vos actes actuels parlent d'eux-mêmes. » Dans le couloir du palais, Lucas l'attendait, blême et défait, sortant de sa propre audience voisine. « Alors, libre maintenant ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Clara le regarda avec haine. « Libre? À cause de toi, j'ai tout perdu. »« À cause de moi ?» ricana Lucas. « C'est toi qui as tout gâché. Moi, au moins, je n'ai pas abandonné mes enfants. » Pourtant, tu les as perdus aussi. Non, on m'autorise à les voir. Le planning l'est fixé, moi aussi. Mais les miens m'accepteront-ils? Les tiens n'ont nulle part où aller. Clara ne répondit pas, sortit dans la rue où l'attendait un vent froid et le vide. 1 mois plus tard, Julien partit à la mer avec les enfants. Clara resta seule. Elle rénova l'appartement, posa une nouvelle porte, ouvrit 2 comptes au nom des enfants et y versa la moitié de son salaire. Océane vivait mal la séparation et l'appelait parfois elle-même. Son père ne s'y opposait pas. La petite se rendait aux visites avec joie. Nathan, au contraire, ne pardonna pas à sa mère et même en grandissant, ne changea pas d'avis.
Lucas perdit son emploi après le scandale. Yves déménagea dans une autre ville et, malgré ses fanfaronnades, ne revit plus ses enfants. Stéphane comparut en jugement. La victime se rétracta et s'excusa, mais fut retrouvée morte peu après, crâne fracassé. L'avocat de Stéphane argua qu'il n'avait dépassé les limites de la légitime défense qu'à peine. Verdict, 2 ans de prison. Gisèle, de retour chez elle après l'audience, dit à Clara : « C'est fini, Clara. Stéphane rentrera et me tuera. » « Et tu feras quoi ? » ?»« J'attendrai. Avec bonne conduite, il pourrait sortir plus tôt. » Manon, l'ex-femme de Lucas, se remaria plus tard avec le chauffeur de taxi. Il n'était dans ce métier que temporairement, pour payer les soins de sa mère. Avec lui, elle retrouva la sérénité qu'elle avait perdue depuis longtemps. Et l'histoire s'achève ici. À voix haute, on pourrait dire que la trahison détruit non seulement l'amour, mais aussi la confiance, impossible à restaurer. La famille repose non sur la passion, mais sur la fidélité et le sens des responsabilités. Un faux pas peut tout coûter, les enfants, le foyer, l'avenir. La vie n'autorise pas à réécrire le passé, mais offre toujours la chance d'éviter les mêmes erreurs. Seuls ceux qui protègent les leurs peuvent se dire vraiment heureux.